Voici le père Kouro, missionnaire jésuite qui a travaillé longtemps ici à Madagascar. Pouvez-vous, mon père, nous raconter un peu votre vocation et toutes les années passées dans la région d'Ambustre? Ma vocation, c'est pas trop difficile. Ma vocation à Madagascar, c'est parce que j'ai rencontré le père Joseph Zafi Manansou et Edu Rakutovo et nous avons fait une année ensemble. C'est eux qui m'ont entraîné à venir ici à Madagascar. Et nous sommes arrivés en septembre 68. En 69, j'ai été affecté au service de l'évêque de l'évêque de Fianarantsoa et Ambustre pour la région nord d'Ambustre. Dans cette région nord d'Ambustre, il y avait eu une catastrophe en 1965. Des troupeaux énormes de rats avaient dévoré toutes les cultures. Et donc, depuis cette année 1965, les gens n'avaient pas plus du tout retrouvé l'équilibre alimentaire. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'équilibre alimentaire, les maïs nouveaux arrivaient à que ceux de l'an passé n'étaient pas épuisés. Et donc, dans la mission qu'il y avait, bien sûr, il y a l'évangélisation, mais il y avait aussi essayer de résoudre comment faire pour que ces gens puissent manger à leur faim pendant toute l'année. En fait, pendant 6 mois de l'année, ils ne mangeaient pas complètement à leur faim. Voilà dans quelles conditions j'ai pris le district, la région est d'Ambustre jusqu'à Binanindran. La route, à ce moment-là, la route était à peu près carrossable, mais pas assez empierrée. Et les camions, par exemple partant de pluie ou partant de cyclone, ne pouvaient pas forcément faire la route facilement. Les ponts sur cette route sont toute une histoire aussi. Les ponts avaient été tous construits avec piles en pierre en 1937 et 1938. Voilà dans la situation de la région Est. Pendant à peu près 5-6 ans, j'ai d'abord essayé d'écouter, de voir, d'entendre les gens selon les lieux les villages où j'allais. Et comme dans ces chemins de piétons, on marche à la file indienne, souvent en demandant des nouvelles, comment vont est-ce qu'il y a des naissances, est-ce qu'il y a des baptêmes, est-ce qu'il y a des bœufs, qu'est-ce qui se passe. Alors, les porteurs de bagages me racontaient un peu la vie du village et les problèmes de la sous-alimentation, ou la malnutrition, mais surtout sous-alimentation. C'est comme ça que j'ai d'abord commencé par écouter un certain nombre de gens. Et, bon, quelques-uns croyaient d'ailleurs que, par exemple, faire l'éducation, y compris des enfants, depuis les jardins scolaires, c'était un peu une amusette. Hein. Eh bien, quand est passé le cyclone Jeanne, je pense, en fait, dans les écoles où ils avaient accepté qu'il y ait un jardin scolaire, ils ont après le cyclone, ils n'avaient à manger que ce que les enfants avaient cultivé dans leur jardin. Du point de vue juridique ou, si vous voulez, par rapport à l'inspection du travail, il faut que les enfants qui cultivent dans un jardin soient les bénéficiaires de leur travail. Il ne faut pas que leur travail soit dilapidé
sans qu'ils en profitent eux-mêmes. Voilà pour une chose. En fait, c'est comme partout et toujours, les bœufs couchés ne se lèvent pas tous à la fois. Donc, il y a des endroits où les gens écoutaient, notamment, par exemple, j'ai eu les exemples de personnes qui ont accepté qu'il fallait mettre du fumier dans les rizières. Et puis ceux qui ont dit, mais non, on est infavorable de porter du fumier. Mais au moment de la récolte, ils se sont bien rendus compte aussi des différences entre les rizières où on avait mis du fumier et les rizières où on n'avait pas mis de fumier. Voilà. Et c'est comme ça qu'on... Bon, l'essentiel, c'est de garder une possibilité de dialogue toujours avec les gens. De même, on a fait des essais, j'ai fait beaucoup d'essais très étendus en donnant des semences de pommes de terre. Or, il ne faut pas replanter 2 fois de suite des pommes de terre. Quand ils ont vu les récoltes qu'ils faisaient de plus d'1 kilo à chaque pied, il n'y avait pas moyen de leur faire dans raison à aller planter ailleurs. Et ils ont toute la maladie parce qu'ils n'ont pas écouté. Et en fait, voilà, les pommes de terre se sont arrêtées à cette occasion-là. Du point de vue de l'évangélisation, il y a beaucoup de travail qui se fait parce que je vais rester pendant 28 ans sur cette région-là. Mais, donc, je ne peux pas dire dans le temps, chaque village marche à son pas. Et surtout, avec l'aide, je passais toujours par l'aide des comités et des vaumières à Rapinoana et aussi des mères de famille. Autrefois on disait Zanak Massine Marie, maintenant on dit MDMK. Par exemple, quand il s'agit de la vie du village, depuis le Père Berthieu et depuis très longtemps auparavant, il s'agissait de faire des Asafi Valouzana qui soit une amélioration de la vie du village. Voir la propreté comme ci et comme ça. Eh bien, les mères de famille sont très, très efficaces pour savoir ce qu'il faut faire pour améliorer la vie du village. Et souvent, alors, l'avenir. Voici ce qui m'est arrivé. En janvier 2003, il y a eu une grande réunion des instituteurs d'école primaire en Mousse. Et on leur a dit, dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la pauvreté. Ils se sont partagés par le groupe et une quinzaine d'entre eux sont venus me trouver. Et pour me poser le problème, dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la pauvreté. Alors, je n'ai pas de moi une réponse toute faite. On s'est assis et puis on s'est mis à dialoguer. Et ça a duré un bon moment. Je n'ai pas calculé, mais un bon moment. Et alors, on est arrivé un peu à ce résultat-là. Je dis bien, ce n'est pas ma propre idée qui compte, c'est l'ensemble d'un dialogue avec des instituteurs d'école primaire. 2. Il faut demander aux élèves en classe de 8e, sur le dernier trimestre, peut-être avant les vacances de Pâques, comme ça, leur dire, réfléchissez un peu au métier que vous voudriez faire et leur donner aussi des idées de ces métiers, comme pilote, gendarme, couturière, infirmière, docteur, avocat. Il y a beaucoup de possibilités. Et qu'est-ce que vous voudriez faire?
On ne leur demande pas de donner une réponse immédiatement, mais on va leur redemander la même question quand ils vont arriver en classe de 7e. Et ils vont avoir le CEP, normalement à la fin de l'année. Alors, on leur demande, après votre CEP, quel métier voulez-vous faire? Et d'autant que même s'ils vont en CEG, beaucoup arrêteront en 6e, 5e, 4e, n'iront pas plus loin. Quelques-uns peut-être passeront le BEPC, mais c'est très rare. Il faut que l'enfant sache ou connaisse un peu le travail qu'il veut faire. Et quand il est reçu au CEP, s'il veut apprendre son métier, dans la feuille qu'il a remplie, l'enfant, il doit dire quel sera son maître. Le maître forgeron, le maître menuisier, le maître électricien, celui qui l'enseignera. Et alors, on lui donne les outils de travail. Même s'il demande d'être cultivateur, on lui donne des semences, un râteau, une engade. Mais il ne faut pas que l'enfant qui a reçu à son examen, il se retrouve, voilà, je n'ai plus rien, et il va faire quoi? Il faut qu'il puisse exercer le travail et le métier qu'il a choisi, hein, on lui fournit les deux. Alors, voilà le résultat auquel on était arrivé avec les enseignants. Ce que je pouvais résumer, si vous voulez, dans une feuille A4 écrite. À peu près 6 semaines plus tard, on vient à nouveau frapper à ma porte. Je vois rentrer un grand jeune homme qui me dit qu'il est envoyé du PNUD et qui me dit je dois faire un programme pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la pauvreté. Alors, je vais montrer le résultat de notre discussion avec les instituteurs en leur disant voilà, moi ce que je peux faire, c'est le résultat d'un dialogue commun avec beaucoup d'instituteurs. Mais il m'a dit, mon père, c'est ça que je cherche. C'est merveilleux ce que nous, dans nos bureaux, on ne pense pas à ça. On n'a pas des idées comme ça. Mais il a dit, mettez-moi ça dans le clip. Je lui ai fait une copie. Et je lui ai dit, ça va aller dans un des tiroirs et ça n'aura pas de suite. Non, mon père, je vous assure, ça n'ira pas dans un tiroir. Moi, je connais le ministre de l'Éducation nationale. En 2005, moi, je me retrouve à Tananarive, au centre européen. Et j'aurais voulu essayer de revoir celui-là du PNUD qui était venu me voir. Alors, j'ai cherché, et par relation, j'ai trouvé des gens qui travaillent au PNUD et qui m'ont dit il a été muté et il travaille au Sénégal. Et donc, le projet n'a jamais avancé. Je pense pourtant que dans la lutte contre la pauvreté, c'est une des manières de le faire qu'il faut utiliser. Du point de vue pastoral, sur la directive de Monseigneur Gilbert dès le départ, il m'avait demandé de bien veiller à la catéchisation, à l'éducation chrétienne des enfants. Et effectivement, quand je prends l'ensemble du district, j'ai calculé une ou deux fois que c'est autour de 2500 enfants qu'on avait catéchisés. Donc, du point de vue priorité, d'une part donné par l'évêque, d'autre part pour les enfants, le nombre d'enfants, c'était la catéchisation des enfants. Souvent, assez régulièrement, je lisais
un évangile ou l'évangile correspondant aux leçons de catéchisme qui étaient enseignées à chaque endroit. Voilà. Et je peux faire varier, choses comme ça. Mais je n'avais pas un programme de pastoral. Je n'avais pas un programme de pastoral autre que justement de leur faire vivre ou de les faire vivre. Voilà. Je m'occupais surtout que les enfants soient bien catéchisés. En matière d'écologie, Monseigneur Gilbert, quelquefois, quand il venait comme ça pour faire les visites, il disait « Irai capaina valambulena ». C'est l'expression pour un arbre coupé, vite que je replante. Et donc, je répétais un peu ces choses-là qu'il avait entendues. Mais il faut passer par les comités. Et il faut passer par les comités et tenir compte de ce que les comités à chaque endroit, ils voient et ils connaissent. De les faire prendre conscience, par exemple, du temps qu'ils passent pour aller chercher du kitaï, des choses comme ça. Et oui, dans le district, ce qui est difficile de planter, la plantation des arbres, quand on veut cultiver des rizières, il ne faut pas que l'ombre du matin, quand le soleil est chaud, que l'ombre des arbres se projette sur le riz. Donc, il faut être aussi, les éduquer, leur apprendre à ce que, où et comment on peut planter des arbres. Voilà. Des choses comme ça. Mais dans un pays affimanir, s'il y a l'ombre des arbres sur le riz, ça peut retarder la maturation de 15 jours. Alors ça, c'est pas bon. Du point de vue de la méthodologie de travail, je suis la multiplication des pains. Jésus vit cette foule, voir quelle est la situation locale. Il voit ces gens qui viennent l'écouter et qui attendent de lui, de pouvoir vivre et d'avoir quelque chose dans le ventre. Alors, il réunit quoi? 3, 4, c'est-à-dire les membres du comité. Il y a André, il y a 2, 3, 4. On ne peut peut-être pas réunir tout le comité, tout le monde à la fois. Mais Jésus ne fait pas seul. Et quand il a réuni son comité, eh bien, il est conscient, voilà, nous aurions 200 000 arrières, il n'y aurait pas même assez de pain pour nourrir tout ce monde. Alors, faites-les asseoir. Ça se renvoie au livre de l'Exode, mais enfin, on organise le travail par groupe de 50 L'essentiel pour réussir un travail, c'est de bien l'organiser. Et alors, il prend les pains et les 2 poissons. Ça, c'est le travail, notre participation locale. S'il n'y avait pas eu ce garçon et sa générosité pour donner les 5 pains et les 2 poissons, Dieu ne peut pas travailler. Il a besoin de nous comme serviteurs à son service. Tout ça, vous prenez les multiplications des pains, vous suivez pied à pied les choses. Et non seulement l'organisation du travail, quand il prend et partage, et ça, je dirais que pour les riches, l'exemple, c'est ce garçon. Il y avait 5 petits pains
pour manger. Eh bien, il donne ce qu'il a et il nourrit toute la foule. Ouais. Quand on pense qu'il y a des milliardaires en dollars, hein, et qu'il y a 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim actuellement, il y a un mauvais partage des richesses. Voilà. Et alors, à ce moment-là, on ramasse les corbeilles. Il faut faire l'évaluation après avoir distribué le pain et que tout le monde est rassasié. On évalue pour faire l'étape suivante. Hein? Il rassemble les corbeilles de morceaux de pain qu'ils sont silani, de pain et de poisson. C'est l'évaluation. Dans Alanza, les avatars. Bénissez le roi des siècles, il nous a montré son amour. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire à l'Esprit. Bénissez le roi des siècles, Alléluia, béni sois-tu ô Sainte Trinité. bénissez le roi des Ô siècles, lumière du il monde. nous a montré son amour. C'est le Mégéror a fait une tournée générale des activités qu'il y avait à Madagascar dans les années 84-85. Et puis alors, ils ont envoyé les comptes rendus à Monseigneur Gilbert. Donc, un jour que Monseigneur Gilbert tenait la consulte à Embousse, il m'a fait appeler. Et il m'a fait appeler. Voilà, la consulte a décidé, m'a-t-il dit, de vous donner la responsabilité de la promotion rurale ici. Alors, il m'a donné ce qui existait dans les dossiers. Il y avait beaucoup de papiers, mais il n'y avait pas même encore un statut juridique. La première chose que j'ai fait, ça a été d'écrire le statut juridique de ce que c'est que la promotion rurale. Et donc, en passant par Monseigneur Gilbert, nous l'avons envoyé, précisant qu'il s'agit de la promotion rurale et non pas d'activité en ville. Et non pas d'activité. C'est écrit dans les statuts. C'est écrit dans les statuts. Il faut qu'on puisse vivre normalement dans la campagne, aussi bien qu'on peut vivre en ville. Donc, j'ai été mis là par Monseigneur Gilbert, et puis Monseigneur Philibert m'a maintenu, et puis Monseigneur Fulgence m'a maintenu jusqu'à son départ en 2002, parce qu'il est allé desservir les sauvages de Fianarantz. Et puis, mais moi j'ai quitté Embousse. Alors, quand Monseigneur Fidélis est arrivé, j'ai quitté Embousse en août 2005. Et donc, j'ai passé la promotion rurale à quelques successeurs. C'était 19 équipes, réparties un peu partout. Et sur le territoire, jusqu'à Bambouimachou, et même avec une équipe ou deux dans le diocèse de Mananza, parce qu'ils n'ont pas l'équivalent, et Mégéror avait accepté que nous les prenions en charge. Et alors, dans la réponse de la visite de Mégéror à Monseigneur Gilbert, il y avait dit que, il était écrit qu'il y avait une bonne formation qui était déjà donnée dans les endroits où ils étaient passés. Et donc qu'il était temps que ces gens-là puissent faire des mini-projets. Mais que c'était à nous à les rédiger. Donc
j'ai trouvé sur ma table, le premier travail, c'était de la rédaction d'un mini-projet. Il y a une page dans laquelle il dit « Dites-nous ce que vivent les gens ». Et ils ont été très contents de connaître comment les gens vivent-ils. Et ces équipes-là ont relevé les prix de ce qu'ils gagnaient comme qu'ils vendaient leurs produits, que ce soit les pommes de terre, un canard, une poule ou des carottes ou des haricots. Oui, et le prix des cahiers, des blouses, des frais scolaires pour des parents qui ont 1, 2, 3 enfants, le nombre de cahiers qu'il faut avoir quand on rentre en 7e. Et alors, ils ont vu à Miserao, effectivement, le déséquilibre qu'il y a entre ces produits manufacturés que sont les étoffes, les cahiers, les stylos, les matériels scolaires et le prix trop bas des produits agricoles. C'est pour ça qu'ils ont réalisé pourquoi les gens de la campagne sont toujours en état de pauvreté par rapport aux gens de la ville. Alors, dans le problème de rizière, les rizières en général de la région d'Ambinandran, c'était le manque de dolomie. Et le riz pousse par endroits beaucoup en feuilles et pas beaucoup de grains. La médication, si je peux dire, c'est de mettre de la dolomie. Au temps heureux du président Siran, les camions de service de l'agriculture descendaient des camions de dolomie pour les gens. Mais malheureusement, après 72, ces camions ne sont plus venus apporter de la dolomie. Dans les régions d'Ambouimitumbu et d'Antouet, qui sont les régions du pays Zafimania. Alors là, c'est autre chose. Il y a beaucoup d'eau et il n'y a pas de maîtrise de l'eau. Et puis alors, il y avait un programme du temps du président Siran de faire une 60aine de retenues d'eau et donc de débloquer, de faire sauter les seuils rocheux. Et donc les vallées étaient toujours inondées. En général, je traversais un certain nombre de vallées avec de l'eau à la ceinture. Et donc, les gens ne pouvaient pas faire de rizière. C'est progressivement, ici et là, par chance, et parce qu'aussi, moi, ayant reçu la mission de résoudre le problème alimentaire, dans la prière, je disais à Jésus, écoute, c'est pas mon royaume, c'est ton royaume, il faut m'aider. Et donc la providence est intervenue plusieurs fois. Ainsi, j'ai reçu un coopérant suisse qui m'a mis en liaison avec la coopération suisse et par la coopération suisse, j'ai pu aménager par exemple la grande vallée de Manakanadi. Non pas aucun outil motorisé. Ce sont les populations qui ont aménagé la vallée de Manakanadi après avoir fait le lotissement par famille. Je n'ai trouvé qu'une seule opposition là. Et je n'ai jamais répondu à aucune opposition. Tous les gens qui rêvaient d'avoir une rizière ont répondu. Pour la vallée de Manakanadi, quand j'ai su que le projet était accepté et que j'ai dit aux gens que le projet serait accepté, je leur ai donné une engade par famille. En 21 jours, ils ont fait le canal central qui permet l'écoulement d'eau en 21 jours. En 21 jours, les 2 km 800. Ils s'étaient partagés exactement en équipe
et chaque équipe avait un morceau de canal central et ils s'étaient donné eux-mêmes parce que celui qui faisait l'organisation du travail, c'était M. Jacques Andraini des Eaux et Forêts. Et alors il les avait partagés par équipe, et partagé le canal, et il avait fait l'organisation du travail. Et les gens l'écoutaient parce qu'il avait une autorité par sa compétence et parce qu'il était aussi le maire. Aidé aussi par le frère Carrère, il a aménagé des hectares de rivière dans la région d'Amboué-Manzac. Ensuite, c'était quelquefois des vallées plus restreintes ou plus petites. Le grand problème, c'était d'assurer l'écoulement d'eau. Mais nous, on ne faisait le travail d'assurer l'écoulement d'eau que s'il faisait le partage de la terre par famille. Et en beaucoup d'endroits, ça se faisait très bien, ça se faisait très vite. Les anciens savaient de quels ancêtres venaient tel endroit, tel endroit, tel endroit. Voilà. C'est comme ça que beaucoup de rizières plus petites se sont aménagées. La très grande rizière qui va dans Zourouzourou. Alors là, ils avaient essayé de sortir le bloc rocheux, ils ont cassé des barres et le bloc rocheux était... Mais ils avaient quand même fait bouger un peu une pierre. Et alors, l'eau a emporté une pierre. Mais ils n'avaient pas de casseur de pierre. Hein. Et la sortie d'eau était tenue aussi par comme des lames de ciseaux, deux rochers. Il y avait 40 cm et on ne sortait pas. Alors, ils sont allés chercher le tailleur de pierre qui habitait en Tétez-en-Doute, qui est venu, oh, mais ça c'est rien, c'est pas grand-chose. Il a cassé les deux lames de pierre et ça te fait en moins d'une journée, n'est-ce pas? Les garçons qui utilisaient la masse, mais le tailleur de pierre savait exactement où et comment il fallait les... Alors, l'eau est partie. Et une semaine après, toute la vallée est reverdissée. Là aussi, dans cette vallée-là, il n'y a pas eu besoin de les motiver à aménager la rizière. Ils savaient, avant de faire le canal central, quelle était la rizière qui leur revenait à chaque famille. Voilà, comme ça. C'est ainsi que, avec les années passant, c'est ainsi que, en 18 ans, dans le pays Zafimani, lorsque j'ai dû le quitter, eh bien, toutes les familles qui le voulaient et qui acceptaient de travailler, toutes les familles avaient leur rizière. Voilà pour ce qui est de la... Alors, du point de vue évangélique, je le rappelle, oui, je suis le vigneron, je suis le pied de vigne, et mon père est le Tantsa. Le vigneron, c'est un Tantsa. Et je leur ai dit, votre travail manuel, voilà, Jésus, il travaillait de ses mains jusqu'à l'âge de 30 ans. Et il était le sauveur. Et donc c'est par le travail de ses mains qu'il a exercé notre salut, qui nous a valu notre salut. Ceci est encore mentionné dans le livre Laudato Si. C'est parmi les textes que j'utilisais. Et puis, une parabole, parce qu'il y a toujours des années de Saint Matthieu, et donc il faut expliquer les paraboles. Donc, je prenais beaucoup la parabole des talents de Matthieu. Et alors, serviteur bon et fidèle, entre dans la maison de ton maître.
serviteur bon et fidèle, entre dans la maison de ton maître. Le serviteur bon et fidèle, c'est celui qui a exécuté son travail. Le serviteur bon et fidèle, c'est Jésus quand il est menuisier, charpentier, il fait son travail de sauveur en exerçant son métier. Alors je leur ai expliqué ça souvent. Souvent, ils étaient heureux de compte. En Zoro m'avait refusé, en 78, qu'on prolonge la route depuis la Nationale 7 sur la partie qui dépend de la sous-préfecture d'Ambous. Il y a une partie, 16 km sur la sous-préfecture d'Ambouy-Machou, 16 km sur la sous-préfecture d'Ambous. Et donc, ils ne voulaient pas la faire, la route. Quand il y a eu l'ordination du père Jean Bosco, en août 93, 19 août 93, je pense. Et alors, pour l'ordination de Jean Bosco, les gens d'Ambouy-Mitumbo ont fait les 6 km de route jusqu'à Ambouy-Manzac. C'est pas moi qui les ai faits, c'est eux qui l'ont fait. Ils ont tous décidé ensemble, réunis, tout le village, c'est même pas le comité, c'est tous ensemble qu'ils ont pris la... Il n'y a que 3 hommes qui ne sont jamais venus. Eh bien, quand ils sont rentrés de l'ordination de Bosco, c'est là qu'en chemin, ils en ont parlé pendant toute la nuit, entre eux, comme ci, comme ça, et ils sont venus me trouver quelque temps après en me disant, et maintenant, nous on voudrait faire la route pour que depuis la Nationale 7 on vienne. Donc, on a organisé le travail et je remercie les comités, M. Gervais, les comités, les Goumières, et ils ont organisé le travail, fait les lotissements, tout ce que vous voulez, partager les gens en équipe. 15 équipes de 10 ou 12 travailleurs. Ils voulaient le faire en 2 mois. Non, je dis impossible, vous ne le ferez pas. Je leur ai donné jusqu'à Pentecôte. Et alors, ils vont faire la route, les 16 km de route, partagés par équipe, libre à eux de choisir le jour où ils vont. Chaque équipe de 12 ou 15 personnes choisit son jour de travail. Mais ils l'ont fait. Et donc, ils ont porté leur rapport devant tout le monde à la veillée de Pentecôte. À la veillée de Pentecôte, ils ont raconté ça. Ils se sont mis aussi étant donné aussi le cyclone Géralda, peut-être vous vous rappelez, c'est en février 1994. Je vous raconte tout ça parce que ce travail-là, c'est quelque chose qui fait plaisir à Dieu, au Dieu créateur. Le fait qu'ils travaillent et qu'ils réalisent les choses de leurs mains, c'est quelque chose qui fait plaisir. Et alors, les maisons étaient en bois, même quelques fiangounes, des écoles, des choses comme ça. Et les anciens pères, les très anciens pères, dans les années 1900, ils disaient, si vous voulez un fiangoune, ramassez-moi 1 mètre cube de Vatou Dini. Et les premiers à le faire, c'est le village de Soignaran, au sud d'Antwerp. Ils ont ramassé 2 mètres cubes de Vatou Dini pour faire les murs de leur fiangounana qui avait été emporté par un cyclone. Et ils ont quand ils ont raconté ça aussi à la veille à la fête de Pentecôte ou à une fête quelconque, beaucoup de gens, ça a été une lumière pour eux.
Entre mars 1994 et le moment où je quittais le district, c'est-à-dire en décembre 1995, ils avaient terminé 17 bâtiments d'écoles, d'églises ou de maisons privées, 17 en Vatou-Didi. Ça, c'est une bonne solution pour remplacer les bois qui se font plus rares maintenant. Voilà quelques exemples. Tout cela, je vous rappelle, que les textes évangéliques, certains, je redonnais les textes du jour, mais ils étaient heureux. C'était comme un temps de repos, de venir à l'église. Quand je passais, ils avaient fait quelque chose. Mais lorsqu'ils voient la vallée reverdir parce que l'eau s'est écoulée, alors là, il y a la motivation qui est tout de suite. Voilà quelques mots sur le travail que nous avons réalisé.